Said it couldn't be done, but we did. Said it was a good run. Et salut les rêveurs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. En effet, peu de personnes le savent, mais je suis un grand fan d'histoire, de légendes et de folklore. Alors je n'y crois pas forcément, mais j'aime l'idée que notre monde est plus incroyable que ce que nous en savons. Alors pour ce premier épisode de cette playlist Histoire et légendes en deux roues, je vous propose de découvrir la Couvertoirade, un lieu baigné de nombreuses croyances et légendes. Ce sera un épisode qui va mixer le vlog et le reportage, en espérant que cette balade à mes côtés vous plaira. Dans tous les cas, on se retrouve juste après l'intro. I won't let it die. Alors j'ai la chance d'avoir un temps plutôt clément aujourd'hui, pas de vent, pas de choses comme ça. Alors après au niveau de la Couvertoirade, parfois le plateau ça peut complètement changer, mais en tout cas à ce niveau-là, donc du côté de Montpellier, plus particulièrement la Vérune, il n'y a pas de vent, donc ça va être plutôt sympa. Donc on va passer par des petites routes classiques que vous avez certainement vues déjà dans plusieurs de mes vidéos, donc Montarnaud, et on va essayer de récupérer la Couvertoirade en passant par le Mont Baudille ou le col du Mont Vent. Un endroit que j'aime beaucoup. On fera un petit arrêt pour profiter de la vue qui est juste incroyable. Et après on terminera donc à la Couvertoirade où j'essaierai de vous faire découvrir un peu cette ville. Et il y a beaucoup d'émotions au travers de l'histoire de cette ville, enfin de ce village médiéval. Et par rapport à ce qui s'y est passé, enfin toute l'histoire autour de ce lieu est vraiment incroyable. Du coup j'ai envie de vous en faire profiter, en espérant que c'est un format qui vous apportera un peu de satisfaction en dehors de ce que je fais d'habitude. Et si ça vous plaît, on verra pour en refaire un autre sur d'autres secteurs de l'Occitanie. Ce sera intéressant, c'est aussi encore une question bête et méchante, mais dans mes abonnés, est-ce qu'il y a que des gens d'Occitanie ou est-ce qu'il y a des gens d'un peu partout? Alors je sais qu'il y en a certains qui sont en Suisse, n'est-ce pas? Carlos 75, mais sinon, est-ce que vous avez d'autres personnes qui sont d'ailleurs et de quelle région exactement? Je sais qu'il y avait certaines personnes qui me suivaient de Marseille et autres. Mais juste si vous pouvez le marquer dans les commentaires pour voir d'où vous venez, ceux qui me suivent vraiment. Donc déjà ceux qui feront des commentaires, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, ça donnera une idée. Donc là on va rejoindre Aniane par cette route que j'aime beaucoup et qui vous permet de rejoindre les gorges de l'Hérault, le Mont Baudille, le lac du Salagou. Enfin voilà, c'est une zone, une plaque tournante pour pouvoir vous régaler. Comme vous le savez, j'adore rejoindre ce pont. Appelé le pont du diable, il représente la fin des gorges de l'Hérault. Mais pour moi, c'est plutôt le début de routes plus belles les unes que les autres. Et nous voilà à l'entrée du village. Vraiment un coin magnifique que j'adore. Vous avez un petit restaurant, je m'y suis jamais arrêté, mais on me dit que c'est plutôt bonne ambiance à chaque fois. Mais ouais,
le café d'Arboras. Donc je leur fais de la pub, alors j'y n'y suis jamais allé, hein, on est d'accord. Mais il paraît que c'est très sympa et que l'été c'est relativement festif. Nous voici sur une de mes routes préférées. Les virages s'enchaînent et nous nous rapprochons du point culminant de ce secteur. Alors attention quand même aux gravillons et chutes de pierre qui sont nombreux, sans compter un certain nombre de voitures croisées au milieu de la route ce jour-là. De ces rochers m'impressionne toujours autant. Quand même hallucinant de se dire que ça a été sculpté par la nature. C'est vraiment magnifique, quoi. Alors on est à 9 degrés, bah, vous voyez il fait plus chaud en haut pour l'instant qu'en bas. Enfin je plaisante, hein. C'est qu'il est quand même quasiment midi là. Dans 5 minutes il est midi. Regardez-moi ces rochers, c'est juste époustouflant. Alors vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais dès qu'on est sous les sous-bois là, déjà on perd tout de suite des degrés. Là on est à 6,5 alors qu'on était à 9 au soleil. Et ensuite c'est brillant, on voit qu'il y a des zones où il vaut mieux pas avoir un freinage d'urgence à faire, donc faut se méfier quand même. Mais dès qu'on est au soleil on est super bien. Et j'ai de la chance aujourd'hui, vraiment zéro vent, donc franchement, je vais pas me plaindre. C'est top, top, top. Espérons qu'à la Couvertoirade, on ait le même temps. Ce serait fantastique. Et ben, vous voyez, même de la neige, je sais pas si vous l'avez vu sur les bas-côtés. À chaque fois que je prends cette ligne droite, je ne peux m'empêcher de me dire que nous sommes chanceux. En effet, cette région nous dévoile sa nature sauvage, mais elle reste pour autant toujours accessible à tous. Et je suis vraiment ravi de pouvoir partager ces moments avec vous. Is wearing on my chest. It's hard to breathe. Voici donc une de nos plus belles vues de la région, le Mont Baudy, ou encore appelé le col du Mont-Vent. Allez, c'est reparti. J'ai rencontré des gens charmants qui ont été très tolérants, donc merci encore à eux. Franchement, c'était chouette. Et c'est ce qui est agréable, parce que très souvent quand on envoie un drone ou autre, les gens sont relativement agressifs. Je sais pas si c'est le cas de votre côté pour ceux qui filment avec un drone, mais moi je me suis quand même régulièrement fait agresser, pas violemment, mais verbalement en tout cas régulièrement. Donc si c'est le cas de votre côté, c'est pareil, n'hésitez pas à le notifier, pardonnez-moi dans vos commentaires. Parce que vraiment, c'est un truc qui me frustre un peu quand même. Allez, ne restons pas sur cette note négative. Nous approchons du but, la Couvertoirade n'est plus qu'à quelques kilomètres. It's
Elle se cache derrière cette colline. Ça y est, on y est. La voici, cette forteresse qui existe depuis le XIIe siècle. Quel plaisir de la découvrir encore une fois. Alors je vous propose qu'on se retrouve directement dedans. Nous voilà à Couvertoirade, donc comme convenu, un lieu extraordinaire, un village que j'affectionne particulièrement, que ce soit par sa structure, que ce soit par rapport à ses fortifications, que ce soit par rapport à son lieu qui est juste extraordinaire. Alors, l'histoire de ce village, je vais vraiment le réduire au plus court. C'est en gros les Templiers qui les ont mis en place au XIIe siècle. Ils ont notamment construit ce château que vous voyez derrière, qui est en ruine aujourd'hui. Et donc ils ont vraiment créé cet univers où là vous aviez vraiment énormément de paysans, d'agriculteurs qui ont développé tout le secteur. C'est d'ailleurs grâce à ces récoltes et donc à ces reventes de récoltes, notamment du blé, qu'ils ont réussi à faire beaucoup d'argent et ça leur a permis de partir aux croisades et de faire d'autant plus d'argent en croisade forcément. Alors les Templiers ont toujours cette image un peu de noblesse pour nous parce qu'on a cette vision-là. Après, il faut savoir que quand même, quand ils partaient en croisade, ils étaient vachement moins sympathiques. Mais c'est vrai que leur fin a été tellement brutale que je pense que ça anoblit encore plus le terme de Templier. Donc entre le XIIe et le XIVe siècle, environ 1330, ils ont occupé ces lieux, ils les ont développés, ils ont amélioré tout ça. Et en fait, ils ont fait tellement d'argent qu'à un moment ou à un autre, ils ont carrément donné un peu d'argent à la couronne parce que la couronne manquait d'argent, ce qui a commencé à faire un peu peur d'une au roi parce qu'il s'est dit ils ont quand même une sacrée armée, ils sont capables de me détrôner quand ils veulent, mais surtout de deux, en fait ils font beaucoup d'argent et j'aimerais bien le récupérer. Donc en fait il a mis en place un procès, le roi de l'époque, je vous remettrai son nom, déterminant que en fait les Templiers allaient à l'encontre de la couronne, allaient les agresser, allaient même peut-être vouloir le détrôner. Et donc il a mis tout en place un procès de ce type-là, qui a duré un certain temps, où en gros les Templiers étaient conviés, et lors de ces réceptions, une grosse partie d'entre eux ont été carrément, comment dire ça, torturés, torturés à mort, de manière à ce qu'ils expliquent bien que oui, en effet, on va à l'encontre de la couronne, et en effet, on voulait donc détrôner le roi. Et c'est comme ça qu'il les a tout simplement fait disparaître, et il les a tous tués. Et donc en gros en 1330 et quelques, peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard, je vous redonnerai les dates exactes, les Templiers ont disparu. Donc à la place, il va y avoir les Hospitaliers qui vont venir ici, qui sont plus dans le sens de la couronne, donc ça leur plaisait bien. Le roi avait récupéré l'ensemble de la fortune, enfin à part certaines choses, ça on y reviendra, c'est par rapport justement aux légendes. Et en l'occurrence, les Hospitaliers ont rajouté des éléments au niveau de cette ville, ils ont fortifié celle-ci, donc notamment ils ont créé des murs de fortification beaucoup plus importantes, on parle d'1,30 m, 1,50 m d'épaisseur de mur, donc on vous dire que c'est sympathique. Ils ont aussi créé la fameuse église que vous voyez dans plusieurs de mes images, et c'est comme ça qu'elle est apparue autour du XIVe siècle. Et donc au fur et à mesure, cette ville s'est fortifiée de plus en plus. D'ailleurs, même au-dessus de l'église, ils avaient mis une tour de protection, mais elle a été tellement lourde qu'elle s'est carrément cassé la figure, c'est autant le dire. Et donc ils ont reconstruit dans un second temps encore l'église, donc on peut le voir à l'intérieur. Malheureusement, c'est fermé aujourd'hui. À l'intérieur, on voit vraiment deux types de constructions différentes. Donc voilà, une beaucoup plus récente, une plus ancienne. Ça, c'est pour la partie, on va dire, historique, vraiment basique. Après, je pourrais vous dire de plein d'autres choses, mais c'est pas le but de cette vidéo.
On parle bien d'histoire et de légende. La première légende qui est liée à ce lieu, c'est la légende donc, des Templiers, notamment de leurs trésors. Comme quoi, dans ces lieux extraordinaires, il y aurait une zone où ils auraient camouflé ou caché une partie de leurs trésors énormes récupérés lors de leur croisade. Donc autant vous dire que c'est un truc qui fait toujours fantasmer tout le monde. Dans toutes les villes où ils ont été, il y a toujours cette histoire. Et donc écoutez, je vous laisse le plaisir de venir ici pour essayer de le trouver. Moi, j'ai pas trouvé en tout cas. Allez, on continue un peu plus loin et je vous raconte d'autres choses. Donc voilà la zone que j'aime beaucoup, au centre du village, ce fameux cimetière qui date du XIIe et XIVe siècle. Les tombes que vous voyez sont d'époque, donc vraiment c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir découvrir des tombes aussi anciennes et encore en bon état. En 1400 et quelques, il va être complètement désaffecté ce cimetière parce qu'en fait ils vont recréer la nef et autres et celui-ci va être abandonné. Pour autant il va rester là et il va toujours créer quelque chose parce que qui dit cimetière dit forcément ambiance particulière. En plus vous imaginez avec cet arbre juste au-dessus, l'ambiance que ça peut donner la nuit. Donc forcément des contes vont apparaître, que ce soit fantômes, sorcières qui pillent les os, enfin les ossements pardon, fées, etc. Donc à vous déterminer ce qui vous représente le mieux cet endroit, mais moi en tout cas je trouve qu'il y a une ambiance particulière, je m'imagine bien de nuit en train de découvrir tout ça et de partager ça avec quelqu'un ou même seul. Ça pourrait être plutôt sympathique. À vous de me dire si dans les commentaires ça vous tenterait, mais en tout cas, le lieu est incroyable. Alors toujours au niveau des histoires, l'origine de ce nom, c'était lieu couvert de forêts et de pierres. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, quand on fait un peu le tour de cet espace, on se rend bien compte que les arbres ils ont un peu disparu. Les pierres sont toujours là, ça c'est certain. Mais le reste, on va dire que ça y est plus forcément. Donc là, vous êtes dans un passage qui vous permet de rejoindre le moulin, une belle balade à faire. Encore une fois, toujours un parcours intéressant. J'imagine toujours le faire de nuit parce que je trouve que ça crée d'autres ambiances. Quand vous êtes dans un lieu mythique comme celui-ci, par son aspect, par son histoire, par autre, forcément on ressent des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de sentir des énergies. Bonnes, mauvaises, ça dépend des gens. Mais notamment au niveau de l'église et notamment à l'endroit où vous allez piocher l'eau parce que vous avez une zone où l'eau en fait est potable et le reste de l'eau qui était récupérée, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de systèmes au niveau de la structure générale où l'eau était récupérée, était emmenée dans des lagognes et cette eau était surtout destinée aux bêtes pour qu'elles boivent et autres. L'eau potable récupérée, c'était donc soit dans ce puits où ils allaient chercher l'eau potable, soit aussi vous pouvez remarquer que certaines maisons, il y a des petits interstices, pardonnez-moi, je vais essayer de parler français, vous avez quelques petits interstices, et en fait ces espaces permettaient à l'eau de s'accumuler et descendre naturellement vers une zone d'écoulement et ça leur permettait d'utiliser l'eau après eux-mêmes et ils les récupéraient dans des caves et ça leur permettait d'avoir de l'eau potable pour cuisiner, etc. Stratégiquement parlant, c'était hyper intéressant parce qu'ils savaient quand même se débrouiller sur des zones où il n'y a quasiment pas d'eau. D'ailleurs, c'était une des rares zones où vous aviez de l'eau. Et donc, en l'occurrence, les voyageurs, les vagabonds, enfin toutes les personnes qui passaient d'un endroit à un autre, venaient donc directement à l'extérieur. Vous pouvez le voir avec l'image que je vous montre là à l'instant. Et en fait, l'eau était versée directement vers l'extérieur sans que les personnes aient besoin de rentrer dans le village. Et ça, c'était encore hyper intelligent parce que ça protégeait tout simplement des ennemis qui pourraient être là, mais surtout aussi des maladies. Donc encore une fois, ils étaient vachement en avance sur nous pour certaines choses. On ne parle pas du Covid, bien sûr. Allez, dernière légende, et pas des moindres, c'est celle qui fait partie de notre secteur quasiment au complet. D'ailleurs, vous l'avez dans toutes les régions de France. On va vous parler des fées. Elles sont toujours là dans notre folklore au quotidien. Alors, certainement les lumières des feux follets, certainement des bruits particuliers, certainement tout simplement l'imagination de certaines personnes vont nous permettre de découvrir ces personnages hauts en couleur. Alors de taille humaine, de taille minuscule, elles sont censées être dans un monde un petit peu transversal au nôtre, c'est-à-dire qu'on ne les verrait pas pour ça, elles sont dans un monde parallèle d'une certaine manière, comme beaucoup de créatures mythiques d'ailleurs justement, on dirait que c'est lié à ça. Donc le principe il est simple, c'est de se dire
pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui leur a donné envie de penser que c'était des fées qui faisaient ça. Et un truc très amusant ici, c'est notamment le terme fada. Donc le fada, pour nous, c'est quelque chose de relativement péjoratif aujourd'hui. Il faut savoir que le fada, finalement, c'était simplement des enfants qui étaient relativement simplés. Et en fait, c'était un terme qui était exploité également pour les fées. Et on disait que c'était les fées qui les avaient touchés, ou du moins mis sous leur protection, et c'est pour ça qu'ils étaient simplés. Voilà. Alors le fada est devenu le terme que l'on connaît aujourd'hui, hein, c'est pas forcément très respectueux, mais à l'époque ça avait strictement rien à voir. Alors après, qu'on dise que certaines fées ont volé des enfants comme si c'était les leurs, moi j'ai tendance à me dire que si c'était des enfants simplés comme à l'époque, c'était quand même compliqué. Certains s'en débarrassaient en forêt en disant que c'était les fées. Mais bon, ça reste mon avis personnel, hein. Je sais, c'est cruel, mais c'est un peu la réalité. Autre légende très importante sur notre secteur, c'est les sorcières. Les sorcières ont toujours été des éléments très connus, que ce soit encore une fois des sorcières comme on dit blanches ou bienveillantes, ou des sorcières qui sont plutôt dans l'esprit maléfique. Dans tous les cas, elles avaient un rôle. Alors rôle d'herboristerie, rôle de soins pour certaines, rôle de créer des éléments pas forcément très sympathiques pour d'autres. Mais bon, en l'occurrence, elles avaient quand même un rôle dans le folklore et elles ont été présentes très longtemps, et encore aujourd'hui, il y a certains secteurs où on peut trouver des sorcières. Je vous invite à regarder sur internet, hein, vous en trouverez plein. Mais bon, voilà, en l'occurrence, c'est des éléments qui font que le Larzac, et notamment la couvertoirade, ont été touchés et ont été mis en avant. Donc très intéressant de découvrir ça de cette manière-là, et j'espère que justement, en le découvrant, en partageant histoire, légende, mythes et folklore, finalement vous passez un bon moment, parce que moi en tout cas je me suis régalé à faire cette vidéo pour vous. Moi je suis pas là pour vous dire que ça existe ou ça n'existe pas, je suis là pour vous dire que moi j'aime l'idée que tout simplement on n'est pas arrêté à ce qu'on fait au quotidien et qu'il y a peut-être des choses différentes qu'on n'aurait pas compris. Mais bon, encore une fois, tant que je ne l'ai pas vu, j'ai du mal à y croire. Donc le Larzac, si vous voulez le découvrir, faites-le, c'est fantastique. Ce que je vous invite à faire pour ceux qui aiment avoir un peu peur, c'est faites-le de nuit, parce que de nuit vous allez avoir des bruits qui vont vous choquer. Vous allez avoir ce vent qui frappe les branches, qui frappe ces rochers particuliers. Vous allez avoir ces formes de rochers très particulières aussi, qui peuvent vite vous faire voir des choses qui n'existent pas. Et donc c'est comme ça, pour les férus un peu de ceux qui aiment se faire peur, que vous devriez le découvrir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais ça vous a donné envie que j'en fasse d'autres, parce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes retrouvés, hein, entre le mélange de balade moto et finalement contes, légendes, mythes et folklore et histoire, j'essaie de tout vous donner, écoutez, tant mieux. N'hésitez pas à me proposer d'ailleurs dans les commentaires des lieux en Occitanie où il y aurait des mythes importants, des choses comme ça. Je serais ravi de pouvoir faire un nouvel épisode de ce type-là. Allez, je vous dis à très rapidement, et surtout, ne vous faites pas trop peur. Allez, ciao. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo et bien sûr de commenter en m'indiquant le lieu où vous souhaiteriez que j'aille. Allez, à bientôt.